Le désert du Sahara ressemble à une scène sortie du film Mad Max, remplie de nature sauvage, de soleil brûlant et de solitude. Il évoque des images de dunes sans vie, de chaleur torride et de conditions dangereuses où l'homme n'a pas sa place. Pourtant, oubliez tout ce que vous pensez savoir. Il fut un temps où le Sahara était totalement différent. Ce lieu était un véritable paradis vert, parsemé de paysages pittoresques, prairies luxuriantes, lacs cristallins et rivières sinueuses aux eaux réfléchissant le soleil éclatant. C'est ici qu'a vécu une civilisation fantomatique, aujourd'hui disparue sans laisser de traces, ne laissant derrière elle que des mystères et des questions. L'histoire de cette région fascinante commence au début du XXe siècle, lorsqu'un explorateur hongrois mena une expédition dans le Sahara. Son périple le mena jusqu'à une grotte située dans un coin isolé du désert. En y pénétrant, il tomba sur quelque chose d'étrange, d'anciennes peintures rupestres. Elles représentaient des personnes nageant joyeusement dans un lac, entourées de girafes, d'hippopotames et de crocodiles. À l'époque, on considérait cela comme une simple représentation symbolique, personne ne pouvait croire qu'un lac ait pu exister dans cette région apparemment dépourvue d'eau. Comment imaginer un plan d'eau dans le Sahara, dans un climat aussi sec et impitoyable? Mais avec le temps, une découverte bien plus tardive allait bouleverser la perception du Sahara. Un groupe d'archéologues, explorant un abri rocheux en Libye, y trouva des corps momifiés entourés d'objets ordinaires, paniers, pots en céramique, et autres objets du quotidien. Pour le grand public, cela aurait pu paraître anecdotique, mais pour les archéologues, c'était une découverte capitale, une clé permettant de comprendre qui vivait autrefois dans cette région du monde. Ces momies n'étaient pas de simples hasards. Elles appartenaient à des personnes ayant réellement habité cette région. Ainsi, le cliché des momies refit surface dans les recherches. Pourtant, ces trouvailles se distinguaient nettement de toutes les autres momies découvertes auparavant. Il s'agissait de certains des plus anciens corps momifiés naturellement jamais exhumés. Cette découverte remettait en question non seulement nos connaissances sur l'histoire ancienne du Sahara, mais aussi notre conception de l'évolution des premières civilisations. Deux de ces momies avaient conservé un ADN lisible grâce à un processus de momification rare et unique dans leur cas. C'était presque un miracle, compte tenu des conditions extrêmes du Sahara, qui effacent généralement toute trace biologique de vie, ne laissant que des restes desséchés. Les scientifiques ont abordé avec prudence la question de l'origine de ces momies, cherchant à comprendre d'où elles venaient. L'ADN mitochondrial récupéré au départ n'apportait aucune réponse claire. Ce mystère a persisté pendant un certain temps. Mais grâce au progrès de la science, une analyse complète du génome a pu être réalisée. Les résultats étaient à la fois stupéfiants et remarquables, révélant de nombreuses énigmes aux chercheurs. Ces individus appartenaient à une lignée humaine totalement inconnue, qui avait vécu en isolement du reste de l'humanité pendant des milliers d'années. Pendant des décennies, les chercheurs avaient suggéré que leur habitat, le Sahara vert, avait servi de couloir de migration préhistorique, une sorte d'autoroute verte utilisée par les humains et les animaux pour migrer entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. Cependant, la découverte des momies a anéanti cette théorie, tel un énorme hippopotame écrasant un château de sable. Les données génétiques des momies ne montraient aucun mélange avec les populations migrantes d'Afrique subsaharienne ou d'Eurasie, prouvant que leur ADN était resté pur pendant des millénaires. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que leurs plus proches parents génétiques n'étaient pas des voisins vivant au sud du désert, mais des chasseurs-cueilleurs anciens du Maroc, voire des êtres ayant vécu dans l'actuelle République tchèque, bien avant l'existence de ce pays. Mais ce n'est pas tout. De minuscules traces d'ADN néandertalien ont également été retrouvées dans l'ADN de ces momies, une quantité bien inférieure à celle que l'on retrouve chez les Eurasiens modernes. Si vous avez étudié la biologie, vous savez sans doute que les Néandertaliens vivaient principalement en Europe et en Asie, et que les premiers humains se sont mélangés à eux seulement après avoir quitté l'Afrique. Mais voici ce qui est étrange, les habitants du Sahara vert n'ont jamais quitté l'Afrique. Alors, comment ont-ils pu hériter de gènes néandertaliens? La principale théorie suggère que leurs ancêtres se sont mélangés aux Néandertaliens en Afrique du Nord, avant de s'installer dans le Sahara et de couper tout contact avec le reste du monde. Les archéologues ont également trouvé, dans cet abri, des ossements d'animaux domestiqués et des outils fabriqués en pierre et en bois, soutenant l'idée que ces populations menaient un mode de vie pastoral prospère. Cette découverte a longtemps intrigué les scientifiques, car la domestication animale, en Afrique, ne s'était généralement pas développée de cette manière. Alors, comment ont-ils appris à domestiquer le bétail et à pratiquer le pastoralisme s'ils n'ont jamais été en contact avec d'autres cultures? Certaines théories avancent qu'ils n'avaient évidemment pas accès à des tutoriels sur YouTube leur expliquant comment faire. Peut-être ont-ils échangé des savoirs avec des groupes voisins, mais selon les chercheurs, cela se serait limité à des échanges d'idées, sans aucun croisement génétique. Pas de baisers, ni des échanges de salive, pour reprendre leur expression. C'est presque difficile à croire, ils ne se sont mélangés à aucun autre peuple. Après tout, qui ne voudrait pas vivre dans une civilisation florissante, au cœur d'un paradis vert, avec du lait frais, de la viande nourrissante, et même du sang animal utilisé comme source de protéines?
Un vrai festin. Grâce à leurs troupeaux, ils n'avaient pas besoin de chasser pour chaque repas. Cela leur permettait de mener une vie paisible, et l'abondance de ressources en eau rendait leur existence douce et confortable. Mais ils ne se sont jamais mariés avec des étrangers. Pourquoi? Peut-être était-ce une décision culturelle, ne jamais rencontrer d'individus extérieurs. Ou bien, c'est le paysage lui-même qui aurait imposé cet isolement. C'est précisément ce que les scientifiques explorent aujourd'hui. Ils pensent que les forêts denses et les rivières du Sahara vert formaient comme des panneaux entrées interdites, des barrières géographiques naturelles qui ont isolé non seulement les plantes et les animaux, mais aussi des communautés humaines entières. C'est cette isolation qui expliquerait pourquoi les gènes de ces populations étaient si uniques. Ces gens n'ont échangé aucune salive complète avec d'autres. Mais il est important de noter que cette capsule génétique n'a presque pas survécu. Pendant la plus grande partie de la dernière ère glaciaire, le Sahara était encore plus inhospitalier qu'aujourd'hui. C'était une zone morte, où la vie humaine était quasiment impossible. Même les colons les plus robustes ont dû fuir, vers la vallée du Nil ou la côte méditerranéenne. Pourquoi? Parce que la Terre, à cette époque, se comportait comme un tyran climatique. D'immenses glaciers aspiraient toute l'humidité de l'atmosphère, affaiblissant les moussons, et sans elles, les nuages de pluie ne parvenaient plus jusqu'en Afrique du Nord. Et puis, il y eut les coups de grâce climatiques, d'énormes icebergs se sont déversés dans l'Atlantique Nord, entraînant à chaque fois des sécheresses prolongées et destructrices. Alors, vous vous demandez sans doute, comment le Sahara est-il redevenu vert, après tous ces désastres climatiques, pour ensuite redevenir désert? Tout a commencé il y a bien longtemps. Lorsque la Terre s'est éloignée du souffle glacial de l'ère glaciaire, l'axe de notre planète s'est mis à osciller, provoquant des conditions climatiques inhabituelles. Le résultat? L'hémisphère nord s'est rapproché des rayons du Soleil, recevant davantage de lumière et de chaleur. Cet été éternel a transformé l'Afrique du Nord en un aimant géant pour l'humidité, aspirant l'eau de l'Atlantique et provoquant des pluies abondantes sur le Sahara. Conséquence, une savane luxuriante, avec des lacs aussi vastes que certains petits pays. Mais il faut souligner que cette période humide n'était pas un miracle isolé. En réalité, le Sahara a connu un cycle perpétuel de transformation, alternant entre désert et paradis vert, à de multiples reprises depuis sa formation. Lors de l'un de ces cycles, le désert s'est même étendu davantage qu'il ne l'est aujourd'hui. Quand le Sahara vert est réapparu, on aurait pu s'attendre à une renaissance écologique dans la région. Et ce n'était pas juste une légère teinte verdâtre, c'était une transformation complète. Cette transition était si radicale qu'elle a même modifié les populations animales. Les guépards, par exemple, se sont soudainement retrouvés en difficulté à cause des changements dans leur base alimentaire, tandis que des rongeurs comme la souris multifacette ont littéralement prospéré dans ces vastes prairies étonnamment abondantes. Mais ne vous précipitez pas pour croire que c'était un endroit parfait. Ce paradis avait ses propres dangers. Le Sahara pouvait se transformer en un labyrinthe écologique, rempli de rivières grouillant de crocodiles, de moustiques porteurs du paludisme, et de grands prédateurs tapis dans les hautes herbes. Le traversé revenait à participer à une sorte de jeu grandeur nature des hippopotames alternatifs, où chaque pas devait être pris avec précaution. C'est peut-être pour cette raison que peu de groupes humains s'y installèrent durablement. Tous les quelques dizaines de milliers d'années, le climat du Sahara oscillait entre humidité et sécheresse, créant un passé plutôt incertain. Pour de nombreux peuples anciens, il était bien plus logique de considérer le Sahara vert comme un buffet temporaire, on venait y récolter des ressources, puis on repartait avant que le désert ne revienne. Malgré cela, la période du Sahara vert a duré très longtemps, donnant à nos mystérieux éleveurs amplement le temps de se développer et de se reproduire. Mais inévitablement, l'axe de la Terre a de nouveau changé, les pluies ont cessé, et le Sahara s'est desséché plus vite qu'une flaque d'eau en plein mois de juillet. Avec le retour du désert, les éleveurs qui prospéraient autrefois dans le Sahara vert n'ont eu d'autre choix que de rassembler leurs troupeaux et de partir. Certains chercheurs suggèrent qu'ils ont migré vers le Nil, ouvrant la voie à l'Égypte ancienne. Leur héritage continuerait donc peut-être d'exister aujourd'hui. Et bien que leur lignée pure ait probablement disparu, on peut encore retrouver de légères traces génétiques de ces momies chez certains habitants de l'Afrique du Nord contemporaine. Mais ces momies introverties n'étaient pas les seules à avoir trouvé un refuge confortable dans le Sahara vert. En réalité, elles avaient des voisins, installés tout près, dans un village situé au bord d'un lac, au Niger. Ces peuples vécurent là pendant très longtemps, et laissèrent derrière eux le plus ancien cimetière connu du Sahara.